Imaginez un seul homme, debout à l'aube du 1er septembre 1939. Sur ses épaules, dans ses poches, suspendu à sa ceinture, chaque gramme qu'il porte a été calculé pour le maintenir en vie et le rendre capable de tuer. Mais qu'est-ce qu'il porte exactement? Pas les grandes armes dont on parle dans les livres d'histoire. Chaque couture, chaque rivet, chaque ration cachée dans son sac de toile. Aujourd'hui, nous disséquons, pièce par pièce, l'équipement historiquement exact du fantassin de la HR allemande durant la Seconde Guerre mondiale. De ses armes à ses chaussettes. Rien n'est omis. Carabinet 98K, le fusil de la HR. Le carabinet 98K constituait l'arme individuelle centrale de tout fantassin de la Wehrmacht. Ce fusil à verrou de calibre 7,92 x 57 mm Mauser offrait une précision redoutable sur tous les théâtres d'opération, de la steppe soviétique aux sables d'Afrique du Nord. Produit à plus de 14 millions d'exemplaires, il forma l'ossature de la doctrine d'infanterie allemande pendant 6 années de conflits intenses. Munitions 7,92 x 57 mm Mauser, la dotation réglementaire. Chaque fantassin recevait une dotation réglementaire de 60 cartouches en combat. Ces munitions puissantes à balles lourdes offraient une balistique terminale supérieure et une forte pénétration sur cible couverte. Préchargées sur des chargeurs lèvres à 5 coups pour accélérer leur chargement sous le feu ennemi, cette cartouche définit la puissance de feu individuelle de l'infanterie allemande dès 1939. Pistolet Walther P38, l'arme dégradée. Introduit pour remplacer le célèbre Luger P08, le Walther P38 chambré en 9 mm Parabellum était réservé aux officiers, sous-officiers et servants d'armes lourdes. Son mécanisme à double action et sa culasse basculante en faisaient une arme plus robuste et plus fiable en conditions extrêmes. Plus d'1 million d'exemplaires furent produits, et il devint le pistolet de service standard de la Wehrmacht jusqu'en 1945. Grenade modèle 24 et modèle 39, les deux options offensives. La grenade à manche modèle 24, surnommée Stielhandgranate, permettait des lancers puissants grâce à son long manche en bois démultipliant l'élan du bras. La modèle 39 et en granate, plus compacte et ovoïde, se glissait aisément dans les poches de la tunique. Toutes deux fonctionnaient par système d'amorçage à friction et restèrent indispensables pour neutraliser tranchées, positions fortifiées et bunkers ennemis. Baïonnette S84, 98, l'outil de combat rapproché. La baïonnette S84/98 se fixait directement sur la bouche du carabinet 98K, transformant le fusil en arme d'estoc redoutable. Sa lame robuste avec rainure centrale garantissait légèreté et résistance. En dehors des assauts, les soldats l'utilisaient quotidiennement comme couteau utilitaire polyvalent. Présente dès le premier jusqu'au dernier jour du conflit, elle demeura une pièce d'équipement obligatoire pour chaque combattant d'infanterie. Ceinturon Koppel, la colonne vertébrale de l'équipement. Le Koppel constituait le fondement structurel sur lequel reposait l'ensemble de l'équipement de combat du fantassin. En cuir noir épais en début de guerre, sa fabrication évolua progressivement vers une toile synthétique appelée Prestoff à mesure que les pénuries de matières premières s'aggravèrent. Toutes les pièces de combat essentielles y étaient directement suspendues, faisant de cette ceinture l'élément le plus sollicité de tout le pactage réglementaire. Boucle de ceinturon, le symbole gravé. Cette boucle métallique frappée de la devise Gott mit ein, Dieu avec nous, fermait le ceinturon à la taille du soldat. Les premiers modèles étaient estampillés en aluminium poli à surface gaufrée. En fin de conflit, la production bascula vers l'acier peint pour préserver les métaux stratégiques. Simple en apparence, cette boucle représentait à la fois une fonction mécanique critique et un insigne militaire distinctif reconnu sur tous les fronts. Bretelles en Y, les suspentes Koppel Tragegestel. Introduite officiellement en 1939,
Ces bretelles en cuir en forme de Y devinrent universellement standard au sein de la ER dès 1941. Leur rôle était de répartir équitablement le poids considérable du ceinturon chargé sur les épaules du combattant. Accrochées à l'avant et convergentes dans le dos, elles empêchaient la ceinture de s'affaisser sous le poids des chargeurs, indispensable lors des longues marches d'approche en terrain difficile. Porte-baïonnette s'étanche Wertach, le fourreau en cuir. Ce porte-fourreau en cuir était spécifiquement conçu pour maintenir le fourreau métallique de la baïonnette S84/98 contre la hanche gauche du soldat. Glissé directement sur le ceinturon, il immobilisait la lame lors des déplacements et des manœuvres de combat. Sa conception simple mais extrêmement efficace garantissait que la baïonnette demeura accessible en une fraction de seconde lors d'un engagement au corps à corps imprévu. Porte-pelle Tragestel, le support d'outil de terrassement. Ce support maintenait fermement la pelle de terrassement contre la hanche du fantassin. Les premiers modèles étaient intégralement construits en cuir épais et durable. Au fil du conflit, le Prestoff, cuir de substitution synthétique, remplaça progressivement le cuir véritable afin d'économiser les ressources stratégiques. Des sangles spécialisées immobilisaient la pelle durant la course et les manœuvres d'infiltration nocturne en terrain accidenté. Sachets de munitions modèle 1911, les doubles pochettes de chargeur. Le fantassin recevait 2 de ces pochettes en cuir réglementaire portées sur le devant du ceinturon pour un accès immédiat. Chaque pochette comportait 3 compartiments verticaux distincts, chacun logeant 2 chargeurs lèvres de 5 cartouches. La dotation totale atteignait ainsi exactement 60 munitions en permanence sur le combattant, lui permettant de soutenir un engagement initial sans ravitaillement immédiat depuis les lignes arrières. Boîte à masque à gaz M38, la boîte cannelée reconnaissable. Chaque soldat de la ER portait obligatoirement cette boîte métallique cylindrique cannelée contenant le masque à gaz réglementaire et ses lentilles de rechange. Sa structure rigide en acier protégeait le masque délicat des chocs et écrasements inévitables en campagne. Portée en bandoulière sur l'épaule droite et reposant sur le bas du dos, cette boîte reste l'un des objets les plus immédiatement reconnaissables de tout l'équipement de la Wehrmacht. Pochette de cape anti-GAZ, la protection chimique de poche. Fabriquée en toile caoutchoutée traitée, cette petite pochette contenait une cape protectrice contre les agents vésicants de type hypérite. Les soldats la fixaient généralement sur la sangle portant la boîte à masque ou la portaient à plat sur la poitrine. Bien que les armes chimiques n'aient pas été massivement utilisées sur les fronts européens, cette protection restait une pièce d'équipement à caractère obligatoire pendant toute la durée du conflit. Gourde M31 Feldflash, l'hydratation en campagne. La Feldflash 31 était initialement fabriquée en aluminium léger puis reconvertie en acier face aux graves pénuries de matériaux. Recouverte d'un feutre protecteur isolant l'eau de la chaleur comme du froid, elle était équipée d'une carde de aluminium ou bakélite fixée à son col. Elle s'accrochait directement au sac à pain, garantissant une accessibilité permanente à l'hydratation même lors des phases de combat les plus intenses. Sac à pain Brodbeutel 31, le sac polyvalent réglementaire. Malgré son nom évocateur, le Brodbeutel 31 transportait bien plus que de la nourriture. Ce sac de toile grise porté sur la hanche droite contenait le kit de nettoyage du fusil, des munitions supplémentaires, des effets personnels essentiels et les rations journalières. Il disposait d'anneaux en des permettant d'y fixer la gourde et la gamelle de campagne. Véritable attrape-tout du combattant, il était absolument indispensable sur le front. Pellbech Kleinschanzzeug, l'outil du survivant. La pelle courte réglementaire, initialement à lame fixe droite, fut progressivement remplacée par le modèle pliant Klapspaten plus polyvalent à mesure que la guerre évoluait. Cet outil était vital pour creuser rapidement des trous individuels de protection et des tranchées défensives sous le feu ennemi. En combat urbain et rapproché, plusieurs témoignages attestent que la pelle fut utilisée comme arme de choc brutalement efficace par les fantassins au corps à corps.
Gamelle M31 Kochechir, le repas en campagne. Cette gamelle en 2 parties constituait le seul équipement de cuisine individuel du soldat. Le couvercle supérieur, doté d'une poignée rabattable, servait de poêle peu profonde pour faire revenir des aliments. Initialement estampillée en aluminium, sa fabrication migra vers l'acier plus économique dès 1940. Elle se fixait à l'extérieur du sac à pain ou sur le cadre de sac à dos de campagne, toujours à portée immédiate du combattant. Réchaud SB pliant, le fourneau de poche. Cet ingénieux petit réchaud pliant fonctionnait avec des pastilles solides de carburant hexamine dégageant peu de fumée révélatrice. Bien qu'acquis parfois à titre personnel ou via les cantines de campagne, il était quasi universellement présent dans les poches des fantassins allemands. Les soldats l'utilisaient pour chauffer rapidement de l'eau pour le café de substitution ou réchauffer des rations en boîte lors des haltes, quelle que soit la météo. Zeltbahn 31, le quart de tente camouflé polyvalent. Le Zeltbahn 31 était imprimé dans le célèbre motif de camouflage géométrique Spittertarn. Un seul fantassin pouvait le porter comme poncho imperméable camouflé, protégeant l'homme et son équipement de la pluie. Assemblés par 4, ces quarts formaient une tente pyramide complète pour une escouade. Ce système révolutionnaire de polyvalence maximale avec encombrement minimal demeure un exemple remarquable d'ingénierie militaire de terrain. Pochette d'accessoires de tente Zelt-Zubertasch, le kit de montage. Cette petite pochette de toile discrète contenait tout le matériel nécessaire pour monter l'abri Zeltbahn. Elle renfermait 2 piquets en bois emboîtable et 2 sardines en métal. Une corde de haubanage permettait de consolider la tente contre le vent. Ce kit permettait à une escouade de construire un abri fonctionnel en quelques minutes, dans des conditions météorologiques souvent extrêmes sur le front de l'Est ou en Italie. Feldbluse, la tunique de campagne. La Feldbluse existait en plusieurs modèles successifs, M36, M40, M42 et M44. Les modèles d'avant-guerre arboraient des poches plissées et un distinctif col vert sombre. La simplification progressive du design répondait aux impératifs de production de masse croissant. La tunique assurait une protection thermique de base et comportait des bretelles internes supportant le ceinturon. Sa couleur feldgrau caractéristique définissait visuellement l'infanterie de l'AER. Feldgrau feldose, le pantalon de campagne. Avant 1940, ces pantalons étaient produits dans un gris-pierre distinct. À partir de 1940, leur fabrication standardisée adopta le même feldgrau que la tunique, assurant une cohérence visuelle sur le terrain. Leur coupe délibérément ample permettait une liberté de mouvement totale lors des phases d'assaut et de repli. Des points d'attache internes accueillaient des bretelles à boutons traditionnels, maintenant le pantalon en position lors de l'équipement complet. Marschstiefel et Schnürschuh, les chaussures du fantassin. En début de guerre, les soldats marchaient dans les emblématiques bottes hautes en cuir Marschstiefel, offrant une excellente protection du mollet et du pied. Les pénuries de cuir imposèrent dès 1941 une transition massive vers les brodequins à Schnürschuh, portés avec des guêtres en toile gamachène. Ce changement logistique symbolise parfaitement le déclin des ressources de l'Allemagne nazie au fil des campagnes militaires successives. Stahlhelm, le casque-acier iconique. Le casque-acier était disponible en 3 modèles principaux, M35, M40 et M42. Le M35 possédait un bord roulé et des œillets de ventilation rapportés distincts. Le M42 simplifia radicalement le processus de fabrication en laissant le bord évasé sans roulement terminal. Offrant une protection critique contre les éclats d'obus, arme responsable de la majorité des pertes en combat, le Stahlhelm reste l'objet militaire le plus reconnaissable de toute la Seconde Guerre mondiale. Einheitsfeldmütze M43, la casquette de campagne standard. Lorsque le lourd casque-acier était remisé, les soldats portaient la casquette Einheitsfeldmütze M43, dotée d'une visière fonctionnelle et de rabats d'oreilles rabattables,
massivement préférée aux hommes après son introduction. Elle remplaça définitivement la précédente Chieftain M38 en forme d'enveloppe. Fabriquée en laine Griffel-Gros, cette casquette offrait protection contre les intempéries légères et possibilité de camoufler le profil du soldat en observation ou en patrouille nocturne. Sous-vêtements et couches de base, le confort oublié. Sous l'uniforme de laine épaisse, le fantassin portait une chemise réglementaire teinte en Griffel-Gros ou vert roseau. Des chaussettes en laine épaisse protégeaient ses pieds contre le pied des tranchées et les ampoules invalidantes. Des sous-vêtements en coton ou en laine complétaient les couches primaires. Par temps hivernal extrême, notamment sur le front de l'Est, ces couches de base constituaient la différence entre la survie opérationnelle et les graves lésions par le froid. Ration journalière réglementaire, l'alimentation du front. L'alimentation quotidienne du fantassin reposait sur des glucides denses comme le knackbrot ou le pain de seigle lourd. Le contenu protéiné provenait de viande en conserve flèche-conservaine, de saucisson ou de fromage. Le café servi était généralement un substitut amer à base d'orge torréfiée, appelé ersatz-kafi. Ces rations, caloriquement suffisantes en théorie, devinrent progressivement insuffisantes et monotones lors des longues campagnes d'usure sur le front oriental. Ration de fer réserve portion, la réserve d'urgence intouchable. Cette réserve alimentaire d'urgence strictement réglementée restait stockée en permanence dans le sac à pain et ne pouvait être consommée que sur ordre direct d'un officier supérieur. Elle consistait en 250 grammes de biscottes dures et résistantes à l'humidité, ainsi qu'une boîte de 200 grammes de viande conservée. Dernier recours absolu contre la famine lors d'encerclement ou de rupture prolongée des lignes d'approvisionnement. Soldbuch, le carnet de solde et d'identité. Ce carnet individuel constituait le document le plus important qu'un soldat allemand pouvait posséder. Il retraçait l'intégralité de son parcours militaire, mutation d'unité, équipement réglementaire reçu, solde versé. Le personnel médical y consignait groupe sanguin, vaccination et blessures subies en combat. Conservé en permanence dans la poche poitrine de la tunique, le soldbuch représentait à la fois l'identité civile et l'historique complet du combattant. Erkennungsmark, la plaque d'identité bipartite. Cette plaque ovale en zinc ou en aluminium léger, portée en permanence autour du cou sur un cordon, était frappée du numéro matricule et de l'unité d'appartenance du soldat. Conçue avec une rainure centrale permettant de la briser proprement en deux moitiés, elle avait une fonction morbide mais essentielle. Une moitié restait avec le corps, l'autre était transmise au service administratif pour traitement des pertes au combat. Kit de nettoyage Reinigungsjora 34, l'entretien du fusil. Cette boîte métallique compacte contenait brosse, chiffon huilé et flacons de lubrifiant strictement dédiés à l'entretien quotidien du carabiné 98K. Conservé dans le sac à pain, son contenu permettait de maintenir le fusil opérationnel dans toutes les conditions climatiques. Les soldats recevaient également un kit d'entretien pour leurs chaussures afin de préserver le cuir de l'humidité et des fissures. La Kamradenhilfe, petite trousse de couture, complétait cette dotation de maintenance individuelle. Kit d'hygiène personnelle, la santé en campagne. Le maintien de l'hygiène personnelle en conditions de campagne était difficile, mais impératif pour la santé collective de l'unité. Les soldats transportaient un kit de rasage minimaliste, une brosse à dents, un peigne et un savon de campagne du réglementaire. Une petite serviette de lin complétait cet ensemble, permettant les soins après les bains en rivière ou au seau. Ces pratiques d'hygiène de base contribuaient à limiter la propagation des maladies dans les réseaux de tranchées surpeuplés. Affaires personnelles, le lien avec la vie civile. Malgré les contraintes du poids et de l'espace, chaque fantassin conservait précieusement de petits objets connectant au monde d'avant-guerre. Cigarettes et briquets ou allumettes étaient des denrées de grande valeur. Un couteau de poche robuste servait aussi bien à ouvrir les rations qu'aux tâches quotidiennes. Des lettres de proches, des photographies froissées,
un carnet et quelques crayons. Ces objets de poids infime portaient le poids psychologique immense de maintenir le moral humain face à l'horreur des combats. Voilà ce qu'était réellement un fantassin de la HR allemande. Pas un symbole abstrait de propagande de guerre, mais un homme ordinaire portant sur ses épaules le poids tangible d'un conflit mondial entier. Chaque pièce de cet équipement raconte une histoire précise. Les cuirs noirs épais du début, symbole d'une machine de guerre en pleine confiance industrielle, cèdent progressivement la place aux matériaux de substitution Prestov de la fin de guerre, révélateur d'un empire logistique en état d'effondrement progressif. Le carabiné 98K symbolise la doctrine. Le Soldbuch rappelle l'humanité. La pelle bêche incarne la survie quotidienne. Ensemble, ces 33 éléments composent le portrait complet, fragmenté et terriblement humain du combattant de première ligne de la HR entre 1939 et 1945. Parmi toutes les pièces d'équipement détaillées dans cette analyse, laquelle estimez-vous avoir été la plus déterminante pour la survie du fantassin allemand au front? La pelle bêche? Le masque à gaz jamais utilisé? Ou l'humble sac à pain qui contenait tout le reste? Partagez votre analyse complète dans les commentaires, le débat commence maintenant.